deuxième vidéo de la grosse partie sur les probabilités avec le premier chapitre, on va vraiment parler de probabilité qui s'appelle Introduction aux probabilités. Alors d'abord, la probabilité, ça consiste en une étude mathématique des phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude. C'est-à-dire, vous allez faire une expérience aléatoire, et vous allez essayer d'étudier les différents résultats possibles et de déterminer la chance que telle issue se produise ou pas. Cette théorie s'est développée au début du XVIe siècle pour l'étude des jeux de hasard. Donc au départ, les probas s'étaient développés pour essayer de gagner plein d'argent avec les jeux de hasard. Et le formalisme mathématique que l'on connaît actuellement et qui a permis de faire de grosses avancées et de rendre cette théorie super carrée et super bien structurée, elle est très récente par contre, vu que c'est le début du XXe siècle, grâce à l'approche de Kolmogorov. Donc quand on parle de proba, on parle toujours de Kolmogorov. C'est vraiment grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Donc, après ce petit détail, ce petit point historique assez rapide, le plan. Donc on va commencer par beaucoup de définitions. On va d'abord définir les choses pour pouvoir parler et faire des premières propriétés. Et donc regardons ça tout de suite. Alors, premièrement, on appellera l'univers des possibles, qu'on a tout en grand oméga. Donc c'est un ensemble et il contient tous les résultats possibles à une certaine expérience aléatoire. Donc vous faites une expérience, grand oméga, c'est tous les résultats possibles pour cette expérience. Un événement, on appellera tout le temps ce qu'on appelle les événements par des lettres majuscules, grand A. Donc un événement, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de oméga, d'un point de vue mathématique. Et en fait, ça veut dire qu'il s'agit d'une issue possible de mon expérience aléatoire. Un événement élémentaire, c'est un événement, donc c'est comme un événement, sauf que il est composé d'un seul élément, pour ça qu'on dit élémentaire. Et donc il s'agit d'un seul résultat possible lors de mon expérience aléatoire. Donc un événement c'est une issue possible, et un événement élémentaire c'est un seul résultat possible. On va voir sur un exemple ce que je veux dire par là. Deux événements A et B sont dits incompatibles lorsqu'ils sont disjoints. D'ailleurs des fois on dira juste disjoint, on les dira incompatibles, les deux existent. C'est-à-dire quand leur intersection, on a vu l'intersection au chapitre précédent, donc quand A inter B est égal à l'ensemble vide, quand il n'y a aucun élément commun entre A et B, c'est ça que ça signifie. Donc un exemple super classique, super courant en probabilité, on lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, l'univers des possibles grand oméga, ça va être l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que quand je lance mon dé, ce sont les résultats que je peux avoir. Les événements élémentaires, c'est quand je les prends chacun individuellement, donc soit 1, soit 2, soit 3, etc. jusqu'à 6. Et un événement possible, on peut en faire plein, mais là, impossible, qu'on appellerait grand A, c'est obtenir un chiffre pair. Donc il regroupe les événements élémentaires 2, 4 et 6. Donc voilà pour expliquer tout ça. Deux événements compatibles, tiens, ce serait obtenir un chiffre pair pour A et pour B, obtenir un chiffre impair. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir à la fois un chiffre pair et un chiffre impair. Définition de qu'est-ce que c'est qu'une probabilité. Donc la définition mathématique de la notion de probabilité. Donc une probabilité, c'est défini sur un ensemble, donc oméga, qui va être encore une fois l'univers des possibles. C'est une fonction que je vais noter dans ce cours P, comme ça, un P un peu particulier, c'est la notion qu'on a l'habitude de prendre en proba. Si vous notez le P classique, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Mais donc est une fonction P de l'ensemble des parties de oméga que je vous avais défini très rapidement. Ça veut dans 0,1 vérifiant, je l'explique dans quelques secondes. Donc vérifiant, événement certain, c'est proba de oméga toujours égal à 1. Donc je fais la probabilité que tout ce qui est possible arrive, c'est 1, c'est assez intuitif, c'est assez logique. Additivité, si je prends deux événements A et B dans l'ensemble des parties de oméga, donc là je vous le dis, qu'est-ce que ça signifie, c'est défini l'ensemble des parties de oméga, c'est que ma fonction P, elle va manger des sous-ensembles de oméga, autrement dit des événements. Donc additivité, je reviens dessus, si je prends deux événements A et B, tels que l'intersection de A et B soit égale à l'ensemble vide, autrement dit tel que A et B soient disjoints ou incompatibles, alors je peux dire que la probabilité de l'union, P de A union B, c'est P de A plus P de B. Et on dit alors que le couple oméga P est appelé un espace probabilisé. Donc vous voyez que pour définir une probabilité, c'est très simple, il y a trois propriétés. Il y en a que deux ici, avec 2 points, mais en vrai il y en a 3. Donc les deux visuelles sont celles-là, la 1 et la 2. Et la troisième, c'est que sa valeur dans 0, 1. Une probabilité, je pense que vous le savez tous, c'est toujours positif ou nul, et c'est strictement, c'est pas strictement, c'est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc la troisième propriété pour une proba, elle est cachée dans cette première phrase, compris entre 0 et 1. Et à partir de juste de cette définition, on peut construire toute une théorie super puissante et qui a toute la théorie des probabilités avec des applications mais que vous n'imaginez même pas, mais il y a vraiment beaucoup d'applications à la théorie des probabilités. Et ça part juste de cette définition qui est bien posée. Bon, et d'autres choses après, mais qui ne sont pas au niveau DUT, dont je ne vous parlerai pas. Donc qu'est-ce qu'une probabilité? En gros, ça mesure en quelque sorte la chance qu'un événement se réalise. C'est ça une probabilité.
quelques propriétés qui découlent directement de la définition que l'on a vue juste avant. Donc je prends A et B, deux événements totalement quelconques, et je vais avoir, premièrement, proba du complémentaire de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Et grâce à ça, on a déduit que proba de l'ensemble vide, c'est 0, parce que l'ensemble vide, c'est le complémentaire de oméga, ça ferait donc 1 moins P d'oméga, donc 1 moins 1, ça fait 0. Deuxième point, si je suppose que A est inclus dans B, ça signifie que tous les éléments de A sont également des éléments de B. Alors je peux définir l'ensemble B privé de A, c'est-à-dire ce sont les éléments qui sont dans B, mais pas dans A. Et la probabilité de cet événement, probabilité de B privé de A, c'est probabilité de B moins probabilité de A. Et on a déduit en particulier, comme je sais qu'une proba est toujours positive, je peux en déduire, grâce à l'égalité qui est là, je vous laisse réfléchir 2 secondes, que P de A est donc forcément plus petit que P de B quand A est inclus dans B. Ce qui est assez logique. Hein. Si on parle en termes de mesure, en termes de poids, on va dire, si A est plus petit que B, il est logique que le poids de A soit inférieur au poids de B. D'accord? C'est assez intuitif cette propriété. Le point 3. Le point 3, c'est une généralisation de la définition précédente. Au lieu de prendre juste deux événements disjoints ou incompatibles, je vais en prendre n et je vais supposer donc 2 à 2 incompatibles. Ça veut dire que si j'en prends deux, ils n'ont rien à voir entre eux. J'en prends deux au hasard, AI, AJ, alors il n'y a aucun élément en commun AI et AJ. Alors dans ce cas-là, la probabilité de l'union de mes n événements, c'est tout simplement à la somme des probas la somme des n probas de mes événements. D'accord ? Et enfin, dernier point, si AI forme une partition de oméga, pareil, on l'a vu dans le chapitre précédent, si vous vous souvenez bien de partition, je vous avais dit, c'est couper une part de pizza. C'est couper une pizza ou couper une tarte ou un gâteau, ce que vous voulez. C'est ça faire une partition de oméga. C'est je le coupe en plusieurs morceaux. Quand je réunis tous mes morceaux, j'obtiens bien tout l'ensemble de départ. Et il faut qu'il n'y ait aucun lien entre mes différents morceaux. Et il faut que j'ai aussi aucun morceau qui soit vide. Donc si j'ai ça qui est vérifié, alors pour calculer la probabilité d'un événement A, je peux dire que c'est la même chose que je vais prendre à chaque fois A et une de mes parts de pizza, on va dire, et je vais calculer son poids. Et quand je vais faire la somme de toutes ces choses-là, je vais avoir le poids de A. D'accord ? Si je veux parler un peu comme ça, pour vous faire sentir les choses. Cette formule, elle est assez utile en pratique, mais en général, on va l'utiliser avec juste deux événements, que c'est ici, donc en particulier. Si je dis juste, alors, revenons un peu en arrière. Je prends un événement B totalement quelconque. Je considère son complémentaire B bar. Il se trouve que dans ce cas-là, B et B bar forment une partition de oméga. Réfléchissons. Soit je suis dans B, soit je suis dans B bar. Donc quand je réunis les deux, j'ai bien oméga tout entier. Entre B et B bar, je n'ai rien en commun. Et il faut que je suppose que B n'est pas vide. Si B n'est pas vide, B bar non plus. Et donc quand j'applique cette formule, j'obtiens celle-ci, qui est vraiment très très utile en pratique, et qui dit que proba d'un événement A, c'est proba de A inter B plus proba de A inter B bar pour B un événement quelconque tant qu'il est non vide. Donc ça, on va souvent l'utiliser en pratique quand des fois, je veux calculer la proba d'un événement A, mais je n'ai pas d'infos sur mon événement A seul. Par contre, j'ai des infos s'il se passe A avec B ou A quand B n'arrive pas. Et grâce à cette formule, je vais pouvoir faire des calculs. On verra ça plus tard dans ce poly. Autre proposition, donc je prends A et B, deux événements quelconques. Alors, je peux dire que la proba de l'union, c'est proba de A, donc P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, nous, la formule qu'on avait pour une union, c'est dans le cas où A et B étaient disjoints. Donc, je retrouve bien la même chose. Hein, si A et B sont disjoints, ça veut dire que A inter B égale ensemble vide. Donc, cette proba vaut 0. Donc, on retrouve la formule qu'on connaît. Mais il se trouve qu'on peut donc la généraliser. Si A et B ne sont pas disjoints, proba de A union B, c'est proba de A plus proba de B moins proba de A inter B. Intuitivement, comme on le comprend, être dans A ou dans B, c'est être dans A ou être dans B. Et là, le problème, c'est que si je peux être à la fois dans A et dans B, j'ai compté deux fois ces possibilités-là. Et du coup, il faut que je retire ce qui est à la fois dans A et dans B. Intuitivement, on le comprend comme ça. Donc de ça, on déduit immédiatement, comme pour tout à l'heure, du fait qu'une proba est tout en positif. Je laisse réfléchir 2 secondes. Pourquoi le fait qu'une proba est tout en positif permettent de conclure ça. On déduit directement que proba de A union B, c'est toujours plus petit que proba de A plus proba de B. Donc la proba d'union, on ne peut pas tout le temps la calculer. Par contre, on peut toujours avoir cette inégalité. On peut toujours la majorer, la proba d'union. Et donc plus généralement, là je l'ai fait pour deux événements, A et B. Je peux aussi prendre n événements quelconques. Et j'aurai que la proba de l'union, c'est inférieur ou égal à la somme des probas de AI. Donc encore une fois, de façon générale, on ne peut pas toujours calculer la proba d'une union. Par contre, on peut toujours la majorer par la somme des probas. Donc, cas particulier, quel cas qu'on va le plus souvent voir dans cette partie de cours,
Oui, le cas le plus courant dans cette partie de cours. Dans le chapitre suivant, on fera le cas infini sur un type de variable, mais ça va être assez rare. Donc le cas où oméga est fini, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand oméga est fini, ça signifie que je fais une expérience aléatoire et que j'ai un nombre fini d'issues possibles. Donc exemple qu'on a vu tout à l'heure, si je lance un dé équilibré à 6 faces, dans ce cas-là, j'ai bien un ensemble qui est fini, j'ai 6 issues possibles. Et dans ce cas-là, pour définir la probabilité, ce qui est intuitif, donc là je vais pas d'abord parler d'un point de vue probabilisme, d'un point de vue intuitif. Je lance un dé à 6 faces, il est équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas truqué. Dans ce cas-là, quand je lance mon dé à 6 faces, j'ai a priori une chance sur 6 d'obtenir chacune des faces. Et donc, il est assez naturel de dire que la probabilité d'obtenir 1, c'est 1 sixième, d'obtenir 2, c'est 1 sixième, et etc. Et ça se note en disant proba d'obtenir i égale 1 sixième, quel que soit i entre 1 et 6. On pourrait aussi dire qu'on lance un dé truqué à 6 faces. Cette fois-ci, je lance toujours un dé, mais il est truqué. Je l'ai pipé mon dé. Et dans ce cas-là, on pourrait par exemple considérer que, donc là ce que j'ai mis là c'est un exemple, il y a plein d'autres choix possibles. On pourrait dire tiens, j'ai truqué mon dé pour que j'ai souvent 6, donc j'ai fait en sorte, j'ai tellement bien limé mon dé que dans 7 cas sur 12 je vais tomber sur 6. Et par contre, les autres cas qui sont pas, qui m'intéressent pas, je vais laisser équiprobables entre eux, ils vont être égaux à 1/12e. Qu'est-ce qui est important dans les choix que j'ai fait ici? Qu'est-ce qu'on observe? Ce qui est important, c'est que quand je fais la somme de toutes mes possibilités, aussi bien là que dans cet exemple, la somme, elle est toujours, et je vous laisse réfléchir 2 secondes avant de donner la solution, elle est toujours égale à 1, cette somme. Quand vous faites la proba la somme de toutes les probas possibles, vous devez trouver 1. Parce qu'encore une fois, c'est assez intuitif que la proba que tout se réalise soit égale à 1. Et en fait, on va pouvoir généraliser ça. Donc, ce qu'on a vu dans ces deux exemples-là, ce qui est assez intuitif, on va pouvoir le généraliser. Donc, si je prends un ensemble oméga qui a n éléments dedans, donc je vais appeler petit oméga 1, petit oméga 2, jusqu'à petit oméga n. Donc, un ensemble de cardinal n. Je vous rappelle, cardinal, ça veut dire qu'il y a n éléments dans oméga. Avec n, donc dans n étoile, ça veut dire strictement positif, mais je ne vais pas le prendre jusqu'à l'infini, c'est vraiment un entier. Donc, je prends le cas où j'ai un nombre d'éléments fini. Je vais considérer des nombres, petit p1, petit pn, et je vais les prendre compris entre 0 et 1. Et je vais leur demander la chose suivante. Quand je fais la somme de tous ces nombres, je dois avoir 1. Je vais ensuite dire que proba d'obtenir oméga 1, je vais l'appeler P1, proba d'obtenir oméga 2, je vais l'appeler P2, proba d'obtenir oméga n, je vais l'appeler Pn, et ça peut se traduire en une seule phrase qui est proba d'obtenir oméga i égale P indice i pour tous les i possibles, entre 1 et n donc. On dit alors que ces PI sont des probabilités élémentaires, et pour calculer la proba d'un événement petit a, qui serait constitué, donc, si mon événement complet, mon oméga, mon ensemble des possibles, c'est oméga, oméga n, quand je prends un événement a, ça va être, je vais piocher certains oméga parmi tout mon ensemble possible. Donc je vais l'appeler oméga i avec i appartenant à i, donc où i c'est un sous-ensemble quelconque de 1n. Alors, pour avoir la proba de A, assez intuitivement et assez naturellement, il va suffire de faire la somme de la proba pour tous les oméga i qui sont dans A, c'est-à-dire la somme des PI. En faisant ceci, j'ai défini une probabilité sur mon ensemble oméga. Alors, j'avais insisté beaucoup sur le fait que la somme soit égale à 1, mais là, il est évidemment aussi important que mes PI soient entre 0 et 1. Pour que ce soit une proba, il faut forcément que ça soit supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Un cas particulier du fait quand on définit une proba sur un ensemble fini, c'est le cas de l'équiprobabilité. Donc, ce que je suppose, c'est que je fais une expérience avec n issues différentes et que chaque issue a la même chance de se produire. Donc, l'exemple typique qu'on a vu, je lance mon dé à 6 faces et avec le dé qui n'est pas truqué, qui est parfaitement équilibré, que je n'ai pas triché sur mon dé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Pour un dé, j'avais 6 issues possibles et donc la proba de chaque issue est égale à 1 sixième. Voilà, ça va être grosso modo la même chose, sauf que au lieu d'avoir 6 issues possibles, j'en ai n, et donc la proba de chaque issue va être égale à 1 sur n. On dit que les événements élémentaires sont équiprobables dans ce cas-là. Donc ils ont tous la même chance de se réaliser. Proposition. Si je considère donc un espace probabilisé, oméga p, donc j'ai mon ensemble oméga, j'ai défini une probabilité de p. Si je suppose que j'ai justement l'équiprobabilité, alors pour calculer la proba d'un événement quelconque a, il suffit de faire proba de a, c'est cardinal de a sur cardinal de oméga. Cette formule, je pense que vous la connaissez tous, vous l'avez sans doute vue en terminale, mais j'attire votre attention sur un point très important,
Cette formule n'est valable que si j'ai supposé que j'ai l'équiprobabilité. Si je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité, cette formule est totalement fausse. Donc je reprends l'exemple de mon dé. Si mon dé est équilibré, qu'il n'est pas truqué, effectivement, il suffit de faire ça pour calculer la proba d'un événement. Par contre, si j'ai truqué mon dé et que j'avais mis par exemple 7 douzièmes pour avoir 6 et 1 douzième pour tout le reste, dans ce cas-là, cette formule elle est fausse. Parce que si vous avez 6 dans votre événement A, vous allez voir que ça va fortement impacter et qu'il n'a pas le même poids que tous les autres. Donc faites bien attention, je le répète et j'insiste bien là-dessus. Si jamais vous n'avez pas l'hypothèse de l'équiprobabilité, cette formule que vous connaissez tous, je pense, n'est plus valable. Par contre, quand j'ai l'équiprobabilité, cette formule est valable et est bien pratique. Alors, on va parler maintenant de probabilité conditionnelle et d'indépendance. Allons-y. Alors, probabilité conditionnelle pour commencer. Alors, soit A et B, deux événements, et je vais supposer que P de B est différent de 0. La proba conditionnelle de A sachant B, que j'ai noté proba de A, cette barre se lit sachant B, on verra dans quelques minutes qu'il y a une notation possible. Donc, comment on définit la proba conditionnelle? Proba de A sachant B, c'est égal à proba de A inter B, probabilité de l'intersection, divisé par la probabilité de B. C'est pour ça qu'il est important de supposer que P de B est différent de 0, parce que je divise par P de B. Intuitivement, cette contrainte-là, elle a rien de bien méchant, parce que donc P de A sachant B, intuitivement, en français, comment ça se traduit? C'est la probabilité que A se réalise, en sachant déjà que B s'est réalisé. Si proba de B est égal à 0, cela signifie que B ne se réalise jamais, grosso modo. Et donc, faire un proba de A sachant que B s'est réalisé alors qu'il ne se réalise jamais, vous voyez bien que ça se mord à la queue, que c'est pas possible, c'est pas cohérent. Et donc c'est pour ça qu'il faut supposer P de B différent de 0, ça vient dans la formule, mais aussi intuitivement, c'est totalement logique et compréhensible, je le pense. Alors, une proposition où arrive l'autre notation pour la proba conditionnelle. Je fixe un élément B quelconque, ou presque, je suppose que proba de B est différent de 0. Alors je peux définir une autre probabilité que je vais appeler P indice B, donc définie sur l'ensemble des parties de oméga à valeur de 0,1, et qui pour un événement A calcule proba de A sachant B. Donc voilà l'autre notation possible, donc soit celle qu'on a vue juste avant, P de A une barre B, ou bien P de A avec un indice de proba, le grand B ici. Et si je fais ça, ça définit une probabilité sur oméga. L'avantage de dire ça, c'est que du coup, les propriétés que j'ai vues sur mes probabilités, sur les unions, les intersections, les choses comme ça, elles sont valables pour la proba conditionnelle. Mais attention, elles sont valables quand je fais varier ce qu'il y a dans ma parenthèse. Il faut que mon indice B soit fixe. Il ne faut pas qu'il bouge, mon indice B. J'ai le droit de bouger ce qu'il y a dans la parenthèse. Par exemple, si je prends proba de A union C sachant B, ça va être proba de A sachant B, plus proba de C sachant B, moins proba de A inter C sachant B. Donc ce qu'il y a dans la parenthèse, j'ai pu faire mes calculs habituels. Par contre, si j'avais bougé ce qu'il y avait en indice, ça ne marchait plus. Donc faites bien attention à ça. C'est ce qui est dans la parenthèse qu'on peut bouger quand on fait ce genre de calcul. Ce qui est en indice, ça ne bouge surtout pas. Alors, une remarque. Si vous reprenez donc, cette définition qui est là, la définition de proba conditionnelle. Hop, je reviens ici. Vous obtenez alors que P de A inter B, il faut l'écrire P de A sachant B fois P de B, ou, si vous prenez dans l'autre sens, P de B sachant A fois P de A, si vous prenez la formule P de B sachant A, en supposant que P de A est différent de 0. Et du coup, on obtient trois formules classiques qu'il faut connaître, ou plutôt que vous pouvez juste essayer de retrouver si vous le souhaitez. Je vais essayer de vous les expliquer à l'oral. Alors, P de B sachant A, je peux dire que c'est, si je prends la définition, P de B inter A sur P de A. Or, P de B inter A, je vous rappelle que l'intersection est commutatif. Ce que je veux dire par là, c'est que B et A, ou A et B, c'est la même chose. Donc, P de B inter A, c'est pareil que P de A inter B. Et j'ai pour formule cette chose-là. Mais donc, P de B sachant A, je peux l'écrire comme ça, grâce à la remarque qu'on avait fait ici. Donc, la formule de Bayes 1, elle s'obtient tout bêtement avec cette remarque qu'on a là. Formule des probabilités totales. Ça va utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Probabilité de A, je peux dire que c'est proba de A inter B, plus proba de A inter B bar. Et il se trouve que proba de A inter B, d'après la formule qui est là, je peux écrire comme ça, et proba de A inter B bar, vous appliquez la même formule en remplaçant B par B bar, et vous obtenez la formule qui est là. Donc on appelle ça la formule des probabilités totales, qui pareil se retrouve assez facilement intuitivement, vous n'êtes pas forcément obligé de les connaître par cœur,
Par contre, vous devez au moins être capable de la retrouver. Donc soit vous les apprenez par cœur, soit vous êtes capable de la retrouver. Et je dis ça pour cette deux formules, mais aussi pour la troisième qui arrive, la formule de Bayes 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris la formule de Bayes 1 au numérateur, et au dénominateur, j'ai pris la formule de probabilité totale, j'ai remplacé. Donc formule de Bayes 2, c'est un mix des deux premières formules. Donc pareil, vous pouvez la retrouver assez facilement si vous comprenez un peu ce que vous faites et en utilisant la définition des probas conditionnels. Donc ces trois formules, j'insiste bien, soit vous les connaissez par cœur, soit vous êtes capable de les retrouver. Des exemples que je vais vous faire en vidéo, donc là j'en dis pas plus, donc je les fais défiler, je vous les ferai en vidéo. Un autre exemple, je vous en dis pas plus, je vous le ferai en vidéo. Et pour terminer ce chapitre, l'indépendance, la notion d'indépendance. Alors intuitivement, quand est-ce que deux événements vont être indépendants? Ils vont être indépendants si la proba conditionnelle de A sachant B, c'est égal à la proba de A. Réfléchissons bien. Si A et B sont indépendants, c'est que dire que je sais que B est arrivé, ça ne va rien m'apporter pour A. Donc c'est dire que P de A sachant B égale P de A. Mais réciproquement aussi. Ça veut aussi dire que P de B sachant A égale P de B. Donc savoir que A est arrivé ne va rien apporter pour B. Et de ces choses-là découle la définition de l'indépendance, qui est ici. Donc si vous écrivez ce que je vous ai dit juste avant, vous allez voir que vous allez trouver très facilement que ça va aboutir à dire que P de A inter B égale P de A fois P de B. Et donc, on dit que deux événements A et B sont indépendants si P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est la définition de l'indépendance. Donc attention, de façon très générale, la probabilité d'une intersection, on ne sait pas la calculer de façon très générale. Par contre, quand on sait qu'il y a l'indépendance, alors la proba d'intersection, c'est le produit des probas. Et j'insiste encore une fois, ça ne marche que dans le cas de l'indépendance, et uniquement dans le cas de l'indépendance. Dans un cas général, je ne sais pas calculer la proba d'une intersection. Pas directement en tout cas, il faut passer par des petites méthodes à côté. Une définition, je vais pas prendre deux événements, mais en prendre plusieurs, en prendre n ce coup-ci. On va dire que ces événements sont deux indépendants si, quand j'en prends deux, i différent j, alors AI et AJ sont indépendants. On va dire que ces événements sont indépendants, donc sans préciser le 2 à 2, j'ai mis dans leur ensemble entre parenthèses parce que quand on ne précise pas, on suppose qu'on prend cette définition-là d'indépendance. Sinon, on précise qu'ils sont juste 2 à 2 indépendants. Donc si, pour tout cas, dans 2n, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je peux prendre autant d'éléments que je veux. Je peux en prendre 2, je peux en prendre 3, je peux en prendre 4, je peux en prendre n. Et peu importe les indices que je choisis parmi les 2, les 3 ou les n que j'ai pris, alors la proba de l'intersection des événements que j'ai choisis, c'est égal au produit des probas des intersections. Donc cette définition 2, elle est plus forte que la 1, et c'est celle-là dont on parle quand on parle d'indépendance. Quand on parle juste d'indépendance de plus de deux ensembles, c'est celle-là que l'on considère. Remarque, si on prend n égale 2, ces deux définitions sont équivalentes et équivalent à celle qui est ici. Et donc, en particulier, si des événements sont indépendants dans leur ensemble, on a une implication suivante qui est que la proba, si je prends les n de l'intersection, c'est le produit des probas. Attention, la réciproque est fausse. Si j'ai juste cette égalité, alors les événements ne sont pas forcément indépendants dans leur ensemble. Il faut supposer avec tous les sous-ensembles possibles d'événements que l'on puisse prendre. Ce que je viens de dire là, attention, la réciproque est fausse. Donc, formule du cube de Poincaré, je ne vous demande pas du tout, mais alors là, pas du tout de la connaître par cœur. Pourquoi je vous l'ai rappelé? C'est parce qu'elle va nous permettre de faire l'exemple suivant, qui est un exemple d'application à l'électricité que je vous préparerai en vidéo. Donc ça termine ce chapitre sur l'introduction aux probabilités, et je vous ferai les vidéos qui correspondent aux exemples de ce chapitre, à part, comme d'habitude, et du coup vous pourrez suivre à la fois le poly et les exemples avec les vidéos que je vous ferai au tableau.